Le live action One Piece sur Netflix est un projet qui se concrétise. J'ai déjà donné mon avis concernant le casting, qui m'a convaincu pour le moment, mais bon, le casting c'est pas tout. C'est-à-dire les acteurs pouvant être très bons, correspondent au personnage, si l'écriture et la réalisation ne suivent pas derrière, c'est pas les acteurs qui vont sauver quelque chose. Et justement, pour ce qui est de l'écriture, il se trouve que le scénario, le script de l'épisode 1, intitulé Romance Dawn, comme le manga et l'anime en fin de compte, avait fuité. Alors attention, rien ne confirme que ces sources soient tout à fait fiables. Si ça se trouve, l'épisode ne ressemblera pas du tout à ça. Mais je trouve intéressant d'en parler, car ça donne une certaine idée de comment Netflix pourrait adapter le scénario de One Piece qu'on connaît tous. C'est-à-dire quelle différence il y a par rapport au manga, l'anime, etc. Comment est-ce qu'ils apportent du réalisme en quelque sorte à l'univers de One Piece, etc. Alors oui, évidemment, il se pourrait du coup que cette vidéo contienne des spoils. Si tu veux garder la surprise pour la série Netflix, ben tout simplement t'arrêtes de la regarder maintenant. Alors il se trouve que j'ai pris des notes, mais pour tout vous dire, les fuites que j'ai trouvées ne sont pas un résumé détaillé du scénario, c'est plutôt des bribes de scénario. On se concentre sur les changements qu'il y a par rapport au manga. Oui, parce que d'après ce que je lis, au final, bah, si vous connaissez le scénario de One Piece, si vous connaissez le premier chapitre de One Piece, bah, rassurez-vous, vous ne serez pas des masses dépaysées de ce que vous allez voir. Alors donc, l'épisode s'ouvre sur Locktown. On suit le jeune Smoker qui traverse la foule pour assister à l'exécution de Goldie Roger. Déjà, là on voit les différences par rapport à l'anime, mais c'est pas tout, puisque à cette exécution, on y aperçoit également Garp, Sengoku, qui d'autre? Ouais, c'est ça, Garp, Sengoku, l'amiral Kang, de la flotte de la marine, etc. Ouais, en fait, déjà là, on voit le premier changement qui est apporté, c'est-à-dire au lieu de se contenter de montrer l'exécution de Goldie Roger bêtement, avec son fameux discours, aller chercher mon trésor, etc. Là, on veut un peu développer tous les enjeux politiques qu'il y a autour de l'exécution du roi des pirates, c'est-à-dire pourquoi c'est important pour la marine d'exécuter ce gars-là, pourquoi ça les fout dans la merde, le discours qu'il a fait, la grande vague de piraterie, tout ça. Il n'y a qu'un seul truc qui me fait peur, c'est que j'espère que ça ne prendra pas trop de place dans l'épisode. Parce que, à mon avis, on aura des épisodes d'une durée assez convenable, c'est-à-dire des épisodes d'environ 1 heure, 40 minutes, vous voyez. C'est pas inhabituel sur Netflix d'avoir des épisodes de cette durée-là. Mais j'espère quand même que ça va pas prendre des plombes à nous expliquer tout le contexte politique. Ça, vous avez le temps de le développer davantage par la suite, quoi. Ouais, mais donc, ouais, là, on nous montre pourquoi c'est important pour la marine d'exécuter le roi des pirates, etc. Ça peut être intéressant, j'espère que ça durera, voilà, que ça restera l'ouverture d'épisode, mais pas une espèce de un quart d'heure d'épisode, parce que... Mais j'en doute, hein, après on reprend le schéma classique, c'est-à-dire ensuite on va au village, le village de Fosha, c'est ça pardon, j'ai un doute. J'ai pris des notes, hein, mais j'ai une espèce de doute sur le... Ça fait longtemps que j'ai pas vu la première saison ou lu le début de One Piece, hein, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ah, Vidmil Village, voilà, c'est ça, pardon. Enfin, j'espère que je me trompe pas du coup. Voilà, et on suit ben, le jeune Luffy et Shanks, hein, ben, comme dans l'animé, quoi, ouais, qui lui colle au train, tout pareil. À part que là, c'est noté qu'on ne voit pas la scène où Luffy se scarifie lui-même la gueule. Ça, clairement, c'est une petite censure, mais qui est pas trop grave, quoi. Oui, parce qu'à mon avis, ils ont peut-être pas, ils ont peut-être été un petit peu réticents à montrer à un gamin se scarifier la gueule pour impressionner Shanks et sa bande. Ouais, là, on nous dit qu'il aura déjà un pansement sur la joue.
ce qui sous-entendrait qu'il se l'est fait avant, mais on nous montre pas la scène. C'est une petite censure, mais qui est pas trop grave, hein. Après tout, dans l'animé non plus, ils n'ont pas montré cette scène. Il a fallu attendre un téléfilm pour qu'ils l'adaptent enfin, quoi, des années plus tard. Voilà, apparemment on va avoir les mêmes trucs avec les bandits, le chef des bandits, Shanks qui sacrifie son bras pour sauver Luffy. Alors c'est pas précisé si se le fait bouffer par un monstre marin, je pense que oui, et très franchement j'espère que ça sera ça. Parce que vous imaginez 2 secondes qui change, qui modifie la scène, et qu'à la place ça soit le chef des bandits qui coupe le bras de Shanks pendant un combat. Vous imaginez la connerie, c'est-à-dire Shanks qui est censé être haut level terrible, enfin bref, qui est censé être l'un des 4 empereurs quand même, peut-être pas à ce moment-là, mais qui est quand même un pirate de renom, quoi, déjà là. Et j'accepte éventuellement qu'il se fasse bouffer le bras par un monstre marin, même 10 Blue, parce qu'il n'a pas pu venir, et puis ça reste acceptable, quoi. Un monstre marin, ça reste une bestiole de la nature, c'est plus imprévisible que l'espèce de grouillot là qui aurait coupé le bras. Non, j'espère qu'ils vont garder le monstre marin, c'est pas noté s'ils le gardent, mais à mon avis oui, parce que c'est important, quoi. Non. La différence la plus notable, là c'est écrit, c'est qu'en étant un peu le passé de Roronoa Zoro, pardon, c'est-à-dire, là on nous dit que on voit Mr. Seven, Mr. Sets, hein, du Baroque Works, qui essaye de venir recruter Zoro, ce qui est raccord au manga, parce que dans le manga, à Whiskey Peak, je crois qu'il y a un dialogue comme ça, que Zoro, ben, il connaît déjà le Baroque Works parce qu'ils avaient déjà essayé de le recruter par le passé, mais qu'ils les avaient envoyés chier. Et ben, dans le manga ou dans l'animé, on ne voit pas cette scène, mais là, dans la série, apparemment, ils ont décidé de l'adapter. Alors évidemment, c'est pour nous teaser ce qui pourrait arriver dans une éventuelle saison 2 avec le Baroque Works, l'arc Alabasta et tout ça. Sauf que je me dis, est-ce que c'est réellement nécessaire de faire ça? Parce que même avec Is Blue, ils ont déjà pas mal de trucs à adapter, hein, mais... Ouais, non, mais alors je sais pas si c'est vraiment nécessaire de perdre son temps à faire du teasing comme ça pour... Ouais. Non, j'espère que ça non plus, ça ne prendra pas trop de place. Si vous voulez, c'est une bonne référence pour montrer un peu ce que représente Zoro dans le game, nous teaser le Baroque Wars si vous voulez, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. Enfin bref, on verra. Et c'est noté quand même qu'on suit toujours Luffy qui rencontre Kobe et Alvida. Ouais, et ça, c'est important ça. Enfin, c'est pas exactement écrit qu'ils rencontreront Luffy, mais on va voir Kobe et Alvida, et ça c'est important. Enfin, quoique Alvida, le truc avec Alvida dans le manga, c'est que pour moi au départ, elle était destinée à jouer une sorte de Boa Hancock méchante, mais qu'elle est tellement dépassée maintenant dans le game, dans le manga je parle, que le perso sert plus à rien. Mais Kobe, lui, en revanche, c'est un perso important, alors il faut... Voilà, clairement, il faut qu'il soit là, quoi. Autre changement dans l'histoire, voilà, c'est au sujet du fils de Morgan le Hacheur, vous savez, l'espèce de connard là avec sa coupe immonde. Ouais, lui, ben là, la trame est encore fidèle, c'est-à-dire Zoro va finir enfermé à cause de lui, mais pas exactement de la même manière, c'est-à-dire dans le manga, le fils de Morgan le Hacheur, là, pour Igate, il avait un loup apprivoisé, donc, qui, à un moment, pète un câble et veut dévorer une petite fille dans le village, Rika, la fille de Ririka, je crois, ou sa petite sœur, je sais plus exactement. Et donc Zoro s'est interposé et a buté le loup. C'est pour ça qu'il a été condamné par le gars, là, l'espèce de connard, là. Il l'a condamné à rester sur le poteau pendant une... Enfin, il l'a ligoté à un poteau dans la cour du quartier général de la marine pendant une semaine au soleil, quoi.
Ouais, donc là, ça suit plus ou moins la même trame, à part que c'est qu'au lieu d'avoir un loup apprivoisé, le fils de Morgan, donc ça sera plutôt une espèce de connard basique, ce qu'il est dans le manga, hein, qui drague Ririka de façon un peu lourde, de ce que je comprends dans ce qui est dit, dans un bar, et Zoro s'interpose. Alors ça, c'est un changement, mais c'est un changement qui est ma foi assez logique, c'est-à-dire c'est là on voit comment il compte apporter plus de réalisme dans le scénario, c'est-à-dire que voilà, parce que le coup du loup apprivoisé qui essaye de bouffer une gamine, je dirais pas que c'est enfantin parce que c'est horrible, mais ça a un côté plus fable, plus conte, si peut-être plus enfantin quoi, comme scénario que alors que là, on essaye un peu plus de montrer que le gars, ben, il est vraiment sans gêne. C'est pas juste une espèce de connard. Non, plus là, c'est vraiment un connard lourd. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Au final, le principe est le même. J'espère juste que, j'espère juste que la petite gamine qui vient lui apporter des gâteaux de riz pendant qu'il est cloué au poteau là, bah, j'espère que la gamine sera toujours là et et qu'on a quand même cette scène où il mange même les gâteaux avec la terre dessus pour lui faire plaisir parce que ça à la limite c'est important. Mais sinon c'est pas un changement dramatique. Voilà. Cependant le défi de Zoro se termine. Voilà, c'est ça, le défi de Zoro se termine du même résultat, acceptant de passer 30 jours ligoter sans nourriture et sans eau. À part que dans la version Netflix, Zoro soit sacrifié sur une croix traditionnelle. Attendez, quand je disais qu'il est cloué sur place au poteau, c'était façon de parler tout de suite. Ouais, ça par contre, est-ce que c'est nécessaire? Euh, Parce que, est-ce que vous êtes obligé d'aller si loin dans le littéral, c'est-à-dire le crucifier? J'espère que cette fuite-là, elle est pas fiable, parce que je sais pas, c'est encore moins réaliste que dans le manga, si vous voulez, parce que être ligoté sur un poteau au soleil pendant 30 jours sans boire ni manger, ça va comme torture, c'est déjà bien, hein. On n'est pas, hein, on n'est peut-être pas obligé de prendre des dimensions bibliques, quoi. Ouais, non, mais parce que je sais bien que dans One Piece, les personnages guérissent à une vitesse affolante, c'est-à-dire pendant un arc, ils font des combats, ils finissent en sang, en charpie, avec des bandages de tous les côtés. L'arc suivant, ils sont comme neufs. On sait pas combien de temps il s'est passé entre les arcs. Surtout qu'à en croire la chronologie du manga, c'est-à-dire toute la partie de East Blue jusqu'à l'ellipse des 2 ans, bah ça s'est déroulé en un an grand max. Ouais, alors que des blessures comme ça, justement un an, c'est ce qu'il faudrait pour guérir de blessures comme ça normalement. Mais ça passe parce que c'est un manga, c'est un dessin animé éventuellement, mais et puis là, ils veulent le sacrifier Zoro, enfin ils veulent lui clouer le crucifier, on sait tous ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va passer toute la série à avoir des blessures sur les mains? Est-ce que ça va l'handicaper quand il voudra choper ses sabres? Non, j'espère que cette source elle est pas fiable parce que là par exemple c'est le genre de truc c'est le genre de truc où vous en faites trop, où Netflix en fait trop. Ça c'est le genre de truc qu'on voit par exemple dans la série Witcher qui est curieusement euh, qui se dit bon ben la série Witcher c'est une série adulte, il y a du cul, il y a du gore, et ben nous on va en mettre plus. Voilà. Voilà, j'espère que Ichiro Oda il a fait réécrire ce passage-là, hein. Ouais, non, en vrai, là, ça c'est peut-être ça c'est peut-être le truc qu'il fallait pas faire, hein. Ouais. L'épisode se termine avec Luffy et Kobe sur une barque alors que Luffy se souvient du vœu qu'il a fait à Shanks, devenir éventuellement le roi des pirates avant de se terminer sur une photo de Zoro attachée. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a la séquence flashback où il se souvient de Chance. Jusque-là, tout va bien.
Voilà, il se souvient du vœu qu'il avait fait à Shanks, éventuellement voilà, de devenir le roi des pirates. Oui. On va sûrement avoir la séquence flashback, le petit posé de chapeau. Ouais, l'épisode se termine sur Zoro qui est attaché. On a également quelques fuites sur l'épisode 2 qui sont encore moins fiables, où ça suit le combat contre Morgan le Hasher et Baggy, ce qui sous-entend que Baggy et Morgan le Hasher sont associés dans cette série. Ce qui n'est pas déconnant parce que au final ça change pas les personnages, c'est-à-dire Morgan le Hasher ça reste un gars de la marine qui est corrompu et Baggy ben, ça reste un petit pirate d'Isblue qui a pris le contrôle d'une petite ville sur une petite île. Ouais, ça pour le coup, associer Morgan et Baggy, c'est peut-être même intelligent de faire comme ça parce que ça permet de faire une pierre de coups. Et je rappelle qu'ils ont que 10 épisodes pour adapter tout l'arc Is Blue. Alors, caser deux méchants dans le même épisode, pourquoi pas? Surtout que c'est pas. Enfin, Baggy, pour le coup, j'ai hâte de le voir en live action, mais Morgan le Hasher, c'est pas le méchant le plus mémorable de la série, par contre. Même s'il revient, contrairement à Krieg d'ailleurs, dont on n'entend plus parler. Ouais, en fait, Morgan est techniquement plus important que Krieg, mais ouais, enfin bref. Alors, quoi penser de cet épisode? Bah, très franchement, ça va, c'est sympa. Non mais, là, quand on le lit comme ça a l'air assez sympa. Alors évidemment, il y a quelques libertés prises sur le manga, mais très franchement, dans l'ensemble, ce qu'on lit dans ces fuites a l'air assez fidèle. Bon, il y a aussi quelques maladresses, comme par exemple Zoro crucifié, ça c'est une idée de merde, très, très franchement, le faites pas. Et à part ça, l'épisode est fidèle. Même les libertés prises, dans le fond, ne trahit pas la trame complète du manga. Ouais, de toute façon, je vais vous dire un truc, il faut qu'on se mette tous dans la tête que la série ne sera pas la copie conforme du manga, c'est-à-dire ce ne sera pas une adaptation à la Watchmen copier-coller. À la Watchmen ou à la Sin City, ou à la 300 même, c'est-à-dire on prend le truc case par case et on fait le film. Non, ça va. Là, ils se permettent, là à mon avis, ils vont se permettre de changer des trucs. Il y aura peut-être des personnages qui manquent, des personnages mineurs, hein, ou même des arcs mineurs qui, qui seront modifiés ou enlevés. Hein. Par exemple, le gars là sur son île, l'homme coffre, je sais plus comment il s'appelle. Bah, lui, franchement, s'il est pas dans la série, je m'en fous un peu personnellement. Alors peut-être qu'il y a des fans vraiment hardcore de One Piece qui vont hurler parce qu'il est pas dedans, mais ce mec, ça doit faire je ne sais combien de tomes qu'on n'en parle plus. Pareil, par exemple, imaginons qu'ils arrivent jusqu'à l'ellipse des 2 ans. L'arc des hommes poissons, si on pourrait le réécrire, quelques passages, le rendre peut-être un petit peu moins chiant, pourquoi pas. Et même, encore une fois, l'arc Punk Hazard, est-ce que ça serait réellement dommageable qu'il soit un petit peu raccourci par rapport au manga? Personnellement, je pense pas. Et qu'on se concentre davantage sur Dressrosa. Ouais, donc non, ça sera pas un copier-coller du manga ou de l'anime. Mais tant mieux, quelque part, la démarche est intéressante. Moi, je dis pourquoi pas de voir un peu le scénario de One Piece qu'on connaît par cœur, légèrement modifié, qu'on puisse le voir sur un autre angle, avec des aspects peut-être un peu plus matures dedans, plus réalistes sur certains aspects, ouais, pourquoi pas. Alors attention, quand je dis mature, faut quand même être relatif, c'est-à-dire, en fait, j'ai pas non plus envie que ça soit, enfin que ça soit The Witcher, la série, quoi. Déjà, cette histoire de Zoro crucifié, là, ça me fait, ça me fait peur. Ça me fait peur qu'ils vont des fois un petit peu trop loin, qu'ils veulent faire dans leur idée de faire un One Piece plus mature. Alors j'ai vu des gens dire faudrait qu'on fasse une espèce de vrai truc de pirate. Ouais, alors ça je veux bien. Voilà, parce que quitte à parler de la réalisation, parlant de la réalisation, je veux bien qu'il y ait un aspect plus réaliste dans l'esthétique de One Piece. Parce que moi, One Piece, surtout dans les premiers tomes et les premières saisons d'animé,
compare souvent ça à des dessins d'enfants, si vous voulez. C'est-à-dire des dessins d'enfants qui dessineraient des pirates. Alors forcément, il les dessine avec un chapeau comme ça, avec une tête de mort collée là. Ce qui est historiquement, ça n'existe pas, un pirate avec son drapeau collé sous le chapeau, un crochet, des dents, un œil comme ça, un œil, voilà, un cache-œil comme ça. Voilà, qui a toujours des gros coffres au trésor remplis à ras-bord de pièces d'or, vous voyez, avec des cartes au trésor où c'est des petits pointillés avec un gros X dans un coin. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je serais pas contre qu'on met un petit peu plus de réalisme à tout ça, c'est-à-dire. Alors évidemment, il faut absolument qu'on garde cette espèce d'univers un peu steampunk qui mélange modernité et monde de piraterie, où la technologie, c'est un truc assez bizarre à base d'escargophones, des machins comme ça, vous voyez. Ça, faut absolument le garder pour moi. Mais lui mettre un petit coup de vernis réaliste par-dessus, c'est-à-dire... mais un vernis de réalisme par-dessus assez léger, quoi. J'ai pas envie que ça soit la série... J'ai pas envie que ça soit la série The Witcher, quoi, où il fait tout le temps gris. Faut tout le temps qu'il fasse gris, que l'imagerie est grise, que c'est filmé sombre, voilà, sous des éclairages où Henri Cavill il a l'air blanc comme un cul. Non, j'ai pas envie de ça, surtout que bon, en vrai, c'est pas nécessaire pour faire une série adulte. Par exemple, les jeux vidéo The Witcher, que le 2 et le 3 surtout, ils ont des paysages et des décors très colorés, très lumineux, magnifiques. Ça n'empêche pas les jeux d'être très matures et très sérieux. Là, c'est One Piece, si vous voulez. J'ai envie qu'on sente les îles paradisiaques. Je veux qu'il y ait de la couleur, je veux qu'il y ait du soleil, des palmiers, tout ça, quoi. Merde, c'est East Blue, quoi, au bout d'un moment. C'est pas Grey Blue. Si de base, à un moment, ils annoncent, attention, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'équivalent de The Dark Knight, mais avec One Piece. Voilà, ben s'ils annoncent ça à un moment, je vous le dis tout de suite, la série est morte. Oui, non, parce que dans ma vidéo, avec ma vidéo sur le casting, j'avais l'air assez enthousiaste, mais faut pas déconner, hein, ils pourront tout merder si l'écriture et la réalisation ne sont pas derrière. Ouais, parce que en vrai, avec One Piece, Netflix, ils ont le potentiel de faire un truc absolument énorme, voire même de jamais vu en série live à la télé, c'est-à-dire on parle quand même d'un univers totalement imaginaire avec ses règles, ses lois, avec des personnages complètement loufoques, c'est-à-dire un truc complètement onirique et imaginaire. Il faut qu'on garde cet aspect-là dans la série. Bon, après, je suis quand même confiant parce qu'il y a des photos du Vogue Mary qui ont fuité également, et c'est le vrai Vogue Mary avec la tête de bélier à l'avant là, mais qui dans l'aspect a un aspect un peu plus réaliste. C'est-à-dire, t'arrives à croire que c'est un vrai bateau qui peut naviguer sur la mer. Parce que le Vogue Mary, dans l'animé et dans le manga, c'est une espèce de coque de noix avec un mât au milieu. Tu sais même pas comment ils le font marcher, ce machin, en fait. Comment ils naviguent avec ça, en vrai. Mais voilà, je suis quand même confiant qu'ils vont pas nous faire un Witcher, ils vont pas nous faire un The Dark Knight avec One Piece. Parce que, si vous voulez... tiens, ce qui me rend confiant à ça, c'est le logo officiel qui avait fuité de cette série. Et que beaucoup de fans avaient trouvé moche d'ailleurs. Moi personnellement, je sais pas trop quoi en penser parce que je pense que ce logo, il nous donne une vraie idée de l'ambiance qui est cherchée pour cette série. Parce que regardez-le 2 minutes, ce logo. Alors, si vous voulez, on reconnaît le logo du manga et de l'animé, c'est-à-dire c'est le crâne coiffé d'un chapeau de paille. Mais il est fait de manière plus réaliste, tout en restant très cartoon dans l'aspect, c'est-à-dire on dirait une espèce de décoration qu'on trouverait dans une attraction Disney, dans une boutique d'Halloween par exemple. Et ouais, je pense que c'est un peu que ce logo, et du coup je pense que ce logo il nous donne une idée ouais, du ton qui va être employé dans cette série, c'est-à-dire c'est plus réaliste que le manga et l'animé, mais en même temps ça restera très cartoon et très imaginaire, parce que
Ça aussi, j'espère qu'ils vont être drôles, quoi. Parce que là, les fuites, j'ai pas envie, encore une fois, j'ai pas envie qu'ils nous font encore comme les prods Netflix habituels. The Witcher, encore une fois, alerte carbone, c'est-à-dire des trucs très verbeux, avec des personnages très, comment dire, toujours dark, toujours perturbés. Il y avait ça aussi dans les séries Marvel, même les personnages Marvel qui se prêtent pas. Autant faire un truc sombre et dépressif avec Daredevil, pourquoi pas, autant le faire avec Luke Cage, moyen, hein. Même Iron Fist, hein, il y a un côté, normalement Iron Fist dans le comics, il y a un côté plus... Iron Fist, c'est un côté plus Dragon Ballesque pour moi, enfin avec des tournois d'arts martiaux, tout ça. Quoique il y a aussi des histoires très dépressives, mais bon ça dépend des versions. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Marvel. Mais ouais, j'espère qu'ils vont rester drôles, c'est-à-dire qu'il y aura des dialogues marrants. Pas forcément le même humour. Le même humour très enfantin, très Looney Tunes de l'animé. Quoique avec Luffy, ils pouvant se le permettre parce que son pouvoir s'y prête, si vous voulez. Luffy pourra vraiment se déformer les joues, s'y tirer la bouche comme ça, parce que son pouvoir lui permettrait. Mais quand c'est Nami qui s'énerve sur Luffy, par exemple, parce qu'il dit une connerie ou je sais pas, on pourra pas lui faire frapper la tête avec des gros yeux et des grosses dents pointues comme ça, vous savez, ce genre de gars comme ça. Pareil pour Sanji, on pourra pas le montrer avec des cœurs qui lui sortent des yeux comme dans un cartoon, quoi. Mais ouais, faut que cette série reste drôle à travers le dialogue, à travers les situations. Faut que ça reste une série, voilà, qui est. Voilà, faut pas que ça soit une espèce de The Dark Knight à la One Piece, encore une fois. Et pour en revenir à là où j'étais, c'est-à-dire le vernis réaliste, parce que là je m'étais un petit peu éparpillé, je suis désolé. Ouais, il y a beaucoup de gens aussi qui voient sur internet, et là je suis d'accord avec eux, faut pas que les costumes fassent trop cosplay. Et ça je suis complètement d'accord avec eux, parce que par exemple Cowboy Bebop, qui vient de sortir sur Netflix, si vous voulez, c'est une série qui est relativement fidèle à l'animé original, mais qui a une espèce d'aspect kitsch ambiant qui rend le tout ridicule en fait. Alors ce côté kitsch, ridicule, enfin plutôt rétro, plus rétro que ridicule, c'est dans l'animé original et c'est ce qui en fait en partie son charme si vous voulez. Sauf que là dans la série, je sais pas, c'est pas pareil. C'est kitsch rétro, mais au lieu d'être une espèce de space opéra mélangé à du polar noir, c'est plus une espèce de alerte carbone, pour se référer à Netflix, qui avec des designs à la Doctor Who. Par exemple, la tenue du héros, là, du Cowboy Bebop, c'est la même que dans le manga, mais c'est un cosplay, c'est-à-dire à aucun moment à aucun moment t'as l'impression que le mec il est confortable dans son costume, le tissu, on voit que le tissu c'est du synthétique, on dirait une panoplie que tu achèterais pour Halloween. Là, il faudrait pas que ça ressemble à ça dans Netflix si vous voulez. Alors je suis pour qu'on garde les costumes originaux du manga, mais il faudrait qu'on les retravaille. Voilà, Sanji, je veux bien qu'il porte son petit costard là. Et très clairement, si on lui change ça, c'est plus le personnage, mais faut que ça ait l'air d'un vrai costard, que le mec qui porte au naturel, comme ça. Surtout que bon, un petit costard croisé avec éventuellement des boutons dorés, ça se trouve dans le commerce, faut pas déconner, alors merdez pas ce costume là quoi. Sanji c'est le plus... De tous les Mujivura, Sanji c'est le plus facile à cosplayer, avec Nami éventuellement. Bon alors pour Nami, ses costumes si vous voulez, ce qui est bien avec elle c'est que dans le manga et dans l'animé elle n'a pas toujours la même tenue. Du coup ça importe peu, elle n'a pas de costume officiel si vous voulez exactement. Faudrait qu'on retrouve le look, son style, qu'on ressente son look et son style quoi, sans forcément que ça ressemble à l'animé, ça pouvons le faire. Usopp, tu lui mets une petite salopette un peu trop grande, peut-être un t-shirt en dessous pour que ça ait l'air moins plouc, mais ouais, lui aussi tu peux le faire sans que ça rend un... Tu peux faire un truc bien quoi, faut juste que la salopette soit dans un tissu, et c'est le tissu qui compte, hein. Voilà, on va parler chiffon, on va parler tissu là.
C'est le tissu qui compte, si vous voulez, pour que ça soit réaliste, quoi. Et si on lui trouve une salopette en velours ou en jean, je sais pas, en jean marron, éventuellement, ça pourrait rendre bien l'écran avec une espèce de petit bandana ou de bonnet. Là. Zoro, lui, on peut lui garder son espèce de t-shirt avec son truc japonais, là, je sais pas comment ça s'appelle, son espèce de ceinture verte. Zoro aussi, il est pas dur à faire, tu lui mets le t-shirt, son espèce de ceinture, là, un pantalon noir, des Rangers. D'ailleurs, il y a des fanarts de Zoro qui représentent ce qui pourrait donner son costume de manière réaliste. Et très franchement, s'ils font ça dans la série, en vrai, ça rendrait super bien. Pour Luffy, il peut garder son espèce de gilet rouge, son short en jean et tout ça, et ses ongles. Mais il faudrait qu'on rende ça crédible à l'écran. Et pour ça, alors là je vais citer une référence dont vous allez peut-être m'étrangler pour ça. Mais pour moi, pour que ça marche, le costume de Luffy à l'écran, par exemple, il faudrait qu'on s'inspire vous savez, le film Lucky Luke avec Jean Dujardin. C'est-à-dire, dedans, tu as le vrai costume de Lucky Luke, quoi, chemise jaune, pantalon jean, chapeau blanc, etc. Sauf que dans ce film-là, ils ont pris le parti pris de faire ce costume-là, mais hyper crasseux. C'est-à-dire, le costume, il est dépareillé, il est rapiécé de partout. Du coup, ça accentue le côté baroudeur du personnage. Et ça le rend un peu plus réaliste à l'écran. Bon, après, le film partait dans des délires complètement perchés par la suite. Mais ouais, n'empêche que Lucky Luke, il fonctionnait, son costume du moins dans le film là. Et pour Luffy, il faudrait faire pareil, quoi. Il faudrait que sa chemise rouge soit une vieille chemise rouge, toute crevée, quoi. Qu'on sente que le mec, il la porte depuis des années, quoi. Que c'est vraiment le gars qui a vécu dans les bois avant de s'acheter une petite barque et de partir à l'aventure sur la mer, quoi. Donc ouais, faut pas que Netflix se merde avec cette série parce que le potentiel est énorme, encore une fois. Si c'est bien fait, ça sera un truc démentiel, hein, s'ils arrivent à bien faire le truc. Par contre, s'ils nous refont Cowboy Bebop, tant pis, ça aura donné une saison. Ils auront adapté Is Blue, peut-être peut-être à la basta, parce que pour le coup, dès que ça sortira, on va tous se jeter dessus, quoi, à moins que les trailers soient vraiment claqués. Et donc, ils annonceront une saison 2 qui, elle, bidera, et schéma classique de Netflix, saison 3 annulée. Voilà, peut-être sur un gros cliffhanger pour bien nous faire chier, enfin, bref. Ouais, non, vraiment, faut pas qu'ils se merdent sur ce côté-là, parce que, en plus, c'est adaptable. Voilà, parce que, encore une fois, moi, je ne crois pas qu'un univers soit inadaptable au cinéma. Alors je vais pas vous refaire le même topo que dans la vidéo précédente sur le casting exactement, mais en vrai, si vous voulez, pour moi, oui, One Piece c'est compliqué à adapter, mais c'est compliqué, mais pas impossible. Surtout à notre époque, c'est pas impossible du tout. Déjà en termes de durée, la saison va durer 10 épisodes pour adapter l'Arc is Blue. À mon avis, on aura des épisodes aux alentours de 1h40 minutes. Voilà, on a le temps en réécrivant certains passages, comme on l'a lu dans les fuites et tout ça, on peut faire une adaptation d'Is Blue qui est assez correcte dans un programme de 10 heures. Surtout que beaucoup de gens se réfèrent à la durée de l'animé. Mais la durée de l'animé, c'est surtout... En fait, si l'animé atteint les 1000 épisodes, c'est surtout parce que l'animé il est bourré de fillers, mais vraiment bourré de fillers. Des fois, il y a des arcs parallèles entiers qui sont relativement sympathiques, mais des fois, il y en a qui sont vraiment chiants, quoi. Non, encore une fois, que si la saison 1 est un succès, on passe de 10 épisodes à 20 épisodes pour les saisons précédentes, voire plus, 30 en fonction 30 épisodes en fonction des arcs.
En vrai, si on adapte un arc, une saison, bah en vrai, si on compte Is Blue, Alabasta, qui compte Ragrum, vous voyez, on peut éventuellement caser un arc mineur et un arc majeur dans une saison, vous voyez, comme Drum et Alabasta, comme Punk Hazard et Dressrosa, car les arcs sont liés. Donc, quand la série atteindra Wano, on sera, calcul rapide, hein, c'est ce que je me gourre, mais on sera aux alentours de la saison 10, 11, 12, qu'on sera arrivé à Kaido, si vous voulez. Et en vrai, c'est faisable. La série Flash, The Flash de la CW, elle a duré 10 saisons. Alors c'est sûr que c'est pas la même qualité de tournage, de moyens et tout ça, mais n'empêche que ouais, c'est faisable. Après, pour ce qui est du budget, bon, d'après ce que j'ai lu, le budget serait pas 10 millions par épisode, mais plutôt 20 millions. Parce que Netflix donnerait 10 millions, le producteur donnerait 10 millions de son côté. Enfin, je suis pas sûr d'avoir très bien compris ces histoires de pognon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais ouais, le budget sera confortable. Pour ce qui est de l'univers, c'est-à-dire tout l'aspect loufoque dont on a déjà évoqué avant, bah ça aussi c'est possible à notre époque, c'est-à-dire je vois lire partout, si vous voulez, moi il y a une remarque que je vois souvent dans les autres vidéos et les autres articles qui parlent de, les commentaires quoi surtout, qui parlent d'adapter One Piece à l'écran, c'est de dire que c'est un univers trop loufoque, trop imaginaire, pour pouvoir être adapté de façon crédible à l'écran. Ouais, mais en vrai, des univers complètement perchés, on en a adapté des tas à l'écran. Par exemple, Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Alors je sais que ce film, alors je sais que les Alice au pays des merveilles, c'est peut-être pas les meilleurs de Tim Burton. N'empêche que dans le film, t'as la reine, elle est toute petite avec une grosse tête, tout le long du film, et ça a choqué personne. À la limite, l'écriture du scénario, tout ça, ça a choqué. Mais au contraire, l'aspect visuel du film, c'est ce que les gens ont retenu le mieux. Et dans Alice au pays des merveilles, t'as des tas de personnages loufoques et ça passe. Dans Pirates des Caraïbes, c'est censé être, pour le coup, c'est censé être une saga plus réaliste que One Piece, mais ils sont vite tombés dans les mêmes délires que One Piece. D'ailleurs, dans Pirates des Caraïbes 3, il y a un roi des pirates, littéralement. T'as une pieuvre géante, t'as des hommes poissons. David Jones, c'est dit texto dans le film. C'est un homme poisson, ils sont hyper bien faits, ils sont stylés. T'as des fantômes dans le 5, t'as Barbe Noire, décidément c'est vraiment très One Piece, t'as des sirènes dans le 4. Le truc le moins bizarre de Pirates des Caraïbes, c'était les squelettes dans le premier. Donc non, en vrai, faire une série avec des personnages loufoques, sous maquillage, sous effets spéciaux, encore une fois pour revenir à Tim Burton. Tim Burton, enfin les deux Batman de Tim Burton, c'est les seuls films Batman live qui adaptaient les trucs les plus, on va dire, les plus fantastiques de l'univers Batman, c'est-à-dire le Joker qui n'a pas besoin de maquillage, le pingouin qui est vraiment très difforme avec un long nez pointu, comme ça. La Catwoman de Tim Burton est même plus fantastique que la Catwoman du comics. C'est dire. Donc en vrai, faut qu'on arrête avec cette critique. Enfin, faut pas qu'on arrête, je comprends que ça peut faire peur parce que, en vrai, ça peut être mal fait, évidemment. Mais en vrai, avoir des personnages loufoques, un univers complètement surréaliste et imaginaire, c'est pas impossible. Et même moi, je suis pour, en vrai. Moi, je suis pour qu'on nous fasse, je sais pas moi, qu'on nous mette des prothèses pour les aspects difformes de certains personnages. Voilà, quand on va voir les hommes poissons, on peut faire un truc, mélange de maquillage pratique et CGI, enfin bref. Voilà quoi. Ça aussi, faut pas que Netflix se plante. Un autre truc qu'il faut pas que Netflix se plante, c'est sur les scènes d'action. Ouais, parce que il y a un problème, c'est que quand on adapte un truc aussi dense qu'un manga en adaptation, c'est au niveau des combats, parce que les combats, c'est important dans les mangas, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, hein, c'est tout l'action et parfois le scénario s'articule autour des combats, hein.
Et justement dans Dragon Ball Evolution, parce que j'ai pas cité Dragon Ball Evolution depuis le temps qu'on parle des live action manga dans cette vidéo, moi ce qui m'avait le plus frappé dans Dragon Ball Evolution, au-delà de Son Goku qui est écrit comme Clark Kent, le Clark Kent de Smallville, les effets, voilà, l'univers qui est un petit peu bizarre où on nous a collé des Twingo en arrière, oui, des Twingo en arrière-plan pour nous faire croire que c'est, enfin, pour faire croire aux Américains que c'est des véhicules futuristes alors que nous en France ça nous fait juste marrer. Ben, moi, si vous voulez, Dragon Ball Evolution, j'ai pas tant été choqué par les libertés prises de l'adaptation, même si c'est clair qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils adaptaient. Mais ce qui m'avait choqué en premier, c'est que putain, les combats étaient courts. Mais c'est-à-dire, c'était même pas des combats. Voilà, c'est-à-dire, t'as Son Goku, il arrive, il fait 2-3 mouvements au ralenti tout pété. Pété, hein, je crois qu'on a tous en souvenir cette espèce de scène où il y a sa mèche de cheveux qui fait du balai brosse sur le toit d'une voiture tuning. Hein. Voilà, le combat final contre Piccolo, il durait 10 secondes. Les mecs, ils sont voyons 2-3 boules d'énergie, un Kamehameha, c'était fini. Alors que justement, moi je pense que beaucoup de gens auraient été plus indulgents avec Dragon Ball Evolution s'il y aurait eu des combats stylés. C'est-à-dire si on aurait laissé Stephen Chow faire des meilleurs combats plus longs, parce que pour le coup, je parlais des ralentis pétés tout à l'heure, mais si vous voulez, ça aussi, ça fait partie du charme de Crazy Kung Fu, par exemple. Voilà, si les combats auraient été plus lents, s'il y aurait eu un côté un petit peu comique, Kung Fu, comme dans Kung Fu est seul de Stephen Chow, dedans, je pense qu'en vrai, ça aurait toujours été une mauvaise adaptation, mais que beaucoup auraient été plus indulgents avec. Et pour One Piece, justement, je veux pas que les combats soient bâclés. C'est-à-dire, je veux pas que ça soit un truc où Luffy il arrive, il fout 2-3 coups de poing avec son bras élastique, et puis hop, c'est terminé. Contre Morgan, quoique le combat contre Morgan, c'est comme ça, au début de la série, pourquoi pas. Mais après, quand c'est les vrais boss, c'est-à-dire quand c'est Kuro, quand c'est Krieg, quand c'est Arlong, même Baggy, hein, qui est un petit peu Baggy, quoi, même si c'est un combat plus comique, enfin bref. Je veux qu'on prenne le temps de faire de la mise en scène, qu'on fasse des combats intenses, voilà, qu'on ressente l'intensité des combats, que les personnages ont le temps de s'échanger leur technique, comme dans l'animé et tout ça. Pareil pour les combats de Sanji et Zoro et tout ça. Surtout qu'il y a le combat contre Mihawk qui est plus ou moins confirmé dans la série. Ça aussi, faut pas que Netflix se foire, faut que les combats soient bien faits, faut pas qu'ils soient bâclés. Voilà, faut qu'on retrouve le côté art martial derrière les combats. Le côté art martial derrière les combats qui sont propres au manga. Hein, voilà, il y a un aspect très art martial dans les mangas. Que même quand c'est un manga qui parle de piraterie comme One Piece. Voilà, pour résumer la série One Piece. Si Netflix réussit à faire une espèce de mélange entre Crazy Kung Fu, Pirates des Caraïbes et Tim Burton, on tiendra une série qui est géniale. Mais qui sera juste géniale et qu'on attendra tous les ans la nouvelle saison avec impatience pour redécouvrir le manga. C'est soit ça, soit ils nous refont un Cowboy Bebop, soit ils nous refont un The Witcher, soit ils nous refont un Alerte Carbone, ou même ils nous refont un Defender qui était décevant alors que la série Daredevil était géniale et Luke Cage et Jessica Jones étaient sympathiques par moments et Iron Fist était... Non, elle était décevante pour le coup. Voilà, si Netflix nous refait juste bêtement du Netflix, ça sera pas grave quoi, on aura une saison Is Blue qui sera... Je pense pas que ça sera de la merde totale, si vous voulez, que ça se regardera, mais ça sera... Le rapport qualité-prix sera pas équivalent et la série mourra comme 90% des séries Netflix. Est-ce que ça gâchera le manga? Non. Dragon Ball Evolution n'a pas détruit Dragon Ball.
n'a pas détruit la popularité de Dragon Ball. Le film Death Note de Netflix n'a pas, n'a pas fait oublier les qualités du manga Death Note. Au contraire, même je dirais que ça les a renforcés parce que le film est tellement de la merde que les gens se sont souvenus pourquoi le manga était bien. Bref, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est quelques fuites de scénario et puis notre imagination. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à suivre et puis on en reparlera quand le premier trailer sera sorti, probablement.